Ce qui change fondamentalement le travail, c'est l'automatisation. C'est vraiment ça qui, hier comme aujourd'hui, fait que les métiers évoluent. Une tâche qu'on automatise, c'est toujours une tâche qui est répétitive et c'est souvent une tâche qui est pénible. C'est pas très grave si on n'a plus de poinçonneur au lilas, c'est pas très grave si on n'a plus de liftier dans les ascenseurs. Par contre, ce qui est important, c'est de protéger les gens. On va tous changer de métier plusieurs fois dans sa vie. Il y a pas mal de chiffres qui circulent à ce sujet-là, mais globalement, vous en avez deux qui sont majeurs. Un qui dit qu'on va changer de métier 6 fois dans sa vie. C'est un chercheur américain qui s'appelle Bob Keegan. Il dit même 6,5, mais je ne sais pas ce qu'est un demi-métier, donc j'arrondis à 6. Et le World Economic Forum qui parle de 9 métiers tout au long de la vie. Donc ça se joue sûrement entre les deux, mais c'est pour ça que c'est majeur et ça a un impact aujourd'hui sur le recrutement, qui est mon métier, mais ça a aussi un impact sur les organisations, sur la société, sur la façon dont on pense nos vies collectivement. Et c'est pour ça que j'ai souhaité m'intéresser à ce sujet. Au-delà de ça, ce qui change fondamentalement le travail, c'est l'automatisation. C'est vraiment ça qui, hier comme aujourd'hui, fait que les métiers évoluent. Une tâche qu'on automatise, c'est toujours une tâche qui est répétitive et c'est souvent une tâche qui est pénible. C'est pas très grave si on n'a plus de poinçonneur au lilas, c'est pas très grave si on n'a plus de liftier dans les ascenseurs. Par contre, ce qui est important, c'est de protéger les gens. Moi, je suis même assez radicale, je pense qu'il faut protéger les gens plutôt que les emplois. C'est-à-dire que les gens qui vont être remplacés par une machine dans leur entreprise, il faut pouvoir leur proposer un autre métier, là où il y a un besoin, dans leur bassin d'emploi. Parce que la mobilité, elle est quand même assez raccourcie, surtout avec la crise de l'énergie, pour pouvoir changer de métier. Le travail ne va pas disparaître. Toute révolution technologique a toujours amené à plus d'emplois qu'elle n'en a détruit. Ce qu'on voit, je vous donne l'exemple à l'échelle de la France, entre 19e siècle et 21e siècle, la population active, elle est passée de 17 millions de personnes à 30 millions de personnes. Vous avez un institut qui s'appelle Eurostat, qui est l'équivalent de l'INSEE à un niveau européen, qui démontre qu'en 2025, le digital va créer en Europe 15 millions d'emplois et en parallèle en détruire 6 millions. Donc on voit bien que la balance, elle est globalement extrêmement positive. Après, le sujet, c'est d'accompagner d'une part les 6 millions qui vont se retrouver menacés et d'autre part d'aller former les talents sur les jobs qui sont en tension. L'exemple que j'ai envie de vous partager, c'est un exemple au Canada, au Centre hospitalier universitaire de Montréal, le CHUM. Le patron du CHUM, c'est un médecin, il s'appelle Fabrice Brunet. C'est un Français d'ailleurs, et il a décidé d'automatiser une tâche, et une seule dans son hôpital, qui est le fait de pousser des chariots. Il s'est dit ça, c'est pas forcément à grande valeur ajoutée, c'est pénible, je crée une autoroute des robots sur 26 étages et il n'y a plus un seul magasinier dans mon hôpital. Pour autant, il n'a pas licencié les magasiniers. En fait, il a transformé ces magasiniers en logisticiens, il les a formés. Et donc, la tâche de déployer les médicaments, la nourriture qui était avant faite par des aides-soignants est passée dans les mains de ces logisticiens. Et donc, il a rendu du temps de soignant disponible. Et ce qui est intéressant, c'est l'indicateur du succès qu'il utilise. Il a regardé le taux de guérison des malades, et il a regardé leur vitesse de sortie. Et dans les deux cas, ça s'est amélioré. Simplement parce qu'il automatise une tâche qui est pénible et que cette automatisation-là, elle amène un gain de temps qui remet du temps de soignant disponible. Donc en fait, il y a une vraie logique de gouvernance, une logique de boussole à avoir sur toutes les transformations qu'on fait, sur pourquoi est-ce qu'on les fait. Qu'est-ce qu'on décide d'automatiser? Qu'est-ce qu'on décide de ne pas automatiser? Et même chose dans une entreprise, quel cœur de métier je décide de garder à l'intérieur de l'entreprise? Quel cœur de métier je décide d'externaliser? Pourquoi? Qu'est-ce qui est stratégique? Qu'est-ce qui peut être fait autrement, par des fournisseurs, par des freelances, par des prestataires? On peut imaginer pas mal de choses en fait. Donc un jeune aujourd'hui qui rentre sur le marché du travail, il faut qu'il soit prêt à se reformer tout au long de sa vie sur des savoir-faire techniques. Et même chose pour une personne plus expérimentée. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un autre type de compétences, qui sont les compétences de savoir-être, les fameuses soft skills. Et elles, c'est des compétences qui sont pérennes, qui vont se bonifier avec le temps. Et donc, tout l'intérêt, c'est aussi de se former et d'acquérir ces compétences-là, parce que c'est ces compétences-là qui vont nous rendre tous plus employables tout au long de la vie. Je parle de l'agilité, je parle de la capacité à travailler en équipe, du leadership, de la capacité d'apprendre à apprendre, qui est probablement la compétence la plus importante aujourd'hui. S'il n'y en avait qu'une à retenir, ce serait bien celle-là. Et donc un jeune, il a tout intérêt effectivement à capitaliser sur ses savoir-être et à garder en tête que les savoir-faire, il va falloir qu'il en acquiert
au fur et à mesure de sa vie. Les métiers de demain, je pense que dans les grandes lignes, on va avoir beaucoup de métiers qui vont apparaître autour du domaine du soin et on va avoir beaucoup de métiers qui vont apparaître autour du domaine de la décarbonation. Et sur la disparition des métiers, effectivement, les métiers qui disparaissent sont des métiers automatisables à tout type de niveau. Donc ça peut être l'hôte ou l'hôtesse de caisse, tout comme ça peut être le trader à Wall Street. Donc ça peut être des métiers aussi très qualifiés qui disparaissent au profit de machines. Pour développer un petit peu sur les métiers qui vont apparaître, sur les métiers du soin, concrètement, on manque de gens pour s'occuper de nos aînés, on manque de gens pour s'occuper de nos enfants, on manque de gens pour s'occuper de nos clients. Plus on met de la technologie et plus on a besoin de remettre de l'humain dans la formation. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de développement à ce niveau-là, que ce soit dans des métiers du serviciel, de l'accompagnement client d'une part, ou dans des métiers de l'accompagnement de personnes, notamment auprès des personnes âgées, puisqu'on est quand même dans des sociétés qui sont assez vieillissantes. Ça, c'est la première chose. Et sur la partie décarbonation, on se rend bien compte aussi qu'aujourd'hui, on a une mutation majeure d'un point de vue environnemental et sociétal devant nous, en fait, si on veut tenir l'accord de Paris, notamment, et le réchauffement à 1,5 degré. Et ça va impacter les métiers. Par exemple, les métiers de la construction, qui sont très polluants, vont, à mon avis, être en décroissance. Et inversement, les métiers de la rénovation énergétique et de la rénovation du bâtiment vont être en croissance. La filière automobile et la filière aéronautique, est plus que probable que c'est des métiers qui vont disparaître ou être en décroissance. Mais la filière des mobilités douces, que ce soit le vélo, que ce soit le train, ça va être une filière en croissance. Et après, on peut imaginer des gens qui passent d'une filière à l'autre en changeant de métier ou sans changer de métier. La personne qui soude des voitures aujourd'hui, demain, elle sera peut-être amenée à souder des vélos ou des trains. Moi, j'ai 46 ans. En termes de parcours professionnel, j'ai travaillé une vingtaine d'années dans le salariat, essentiellement dans les métiers des médias et de la communication, principalement en agence média, mais également chez Facebook, devenu Meta aujourd'hui. Et en 2017, j'ai décidé de changer de vie. J'ai lancé ma boîte qui s'appelle Colibri Talent, qui est un cabinet de recrutement spécialisé dans les talents, les dirigeants des métiers de la tech et de la data. C'est un métier à 2 tiers-temps et en parallèle de ça, je me suis passionnée sur tout ce qui est futur du travail et futur des métiers avec la publication de 2 livres, un podcast et également le fait d'avoir créé en 2019 avec une quinzaine d'autres personnes et de présider aujourd'hui l'Observatoire des métiers du futur.